Nous nous retrouvons pour ce troisième rendez-vous du Sierra Food Talk en préambule du Sierra qui se tiendra à Lyon du 23 au 27 septembre. Nous allons nous intéresser pour ce dernier rendez-vous au consommateur. A-t-il changé ses habitudes? Est-il en attente de nouvelles choses lorsqu'il vient au restaurant? Est-il plus exigeant? Revient-il d'ailleurs plus souvent au restaurant? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons poser à nos trois intervenants. Ludovic May, bonjour. Vous êtes Bonjour. chef de cuisine et propriétaire de deux établissements à Lyon, les Apothicaires, Table Étoilée, et puis Food Traboul, qui est un food court situé dans le Vieux-Lyon. Florence Berger, bonjour. Vous Bonjour. êtes directrice associée de Food Service Vision. Vous menez différentes enquêtes auprès de consommateurs que vous interrogez. On va voir si ce consommateur avoue avoir modifié ses habitudes lorsqu'il sort au restaurant. Et puis avec nous aussi Antoine Ménard, vous êtes CEO de Paris Society. Bonjour Antoine. Vous êtes en charge de développement du groupe et aussi créateur de nouvelles marques, hein, que ce soit d'hôtels et de restaurants, mais nous allons avec vous nous intéresser plus particulièrement aux restaurants. Florence Berger, je vais commencer par vous. Quand vous interrogez ce consommateur, avoue-t-il avoir changé ses habitudes? Est-il en attente de nouvelles choses lorsqu'il sort au restaurant? Oui, alors on a effectivement observé et puis mesuré certains changements. Alors à la fois, on ne parle pas de révolution, mais il y a des choses qui se sont vraiment accélérées. Voilà, pour en citer quelques-unes, il y en a une en termes d'usage, parce que les Français ont été privés de leur restaurant pendant quand même de longs mois, et encore récemment. Et il y a un usage vers une accélération de la livraison qui s'est quand même opérée et qu'on a pu mesurer en 2020. C'est un Français sur deux qui s'est fait livrer. Et puis une attente de transparence, et ça tous les acteurs l'ont compris, un besoin de plus, encore plus que ça pouvait l'être avant, de savoir ce qu'on mange, une appétence pour le local. Euh, voilà, donc ça fait partie des choses qui ont été confortées pendant la crise. Donc changement d'usage et effectivement plus de transparence. Une chose qu'on a aussi beaucoup évoquée, il s'agit de la digitalisation. Ludovic May, je crois que ça c'est un secteur qui vous touche, notamment pour le food traboul, pour le food cart dont vous êtes le responsable. De toute façon, on est dans une phase aujourd'hui dans une transition un peu digitale et écologique. Et puis c'est vrai que cette crise l'a un peu accéléré. On l'a vu, hein, après le premier confinement, tout de suite, tout ce qui était carte, menu devait un peu disparaître. Donc c'est là qu'on a axé sur les QR codes. Euh, En étant un food court, forcément, on brasse beaucoup de personnes. Donc c'était le côté carte papier, le côté déplacement était compliqué. Donc le QR code est arrivé qui a permis de commander dans les box. Donc on a accéléré tout ce processus. Et puis après, effectivement, on l'a vu se mettre rapidement sur des réseaux de livraison pour passer ces 8 mois, puis être présent chez les gens, pouvoir continuer en fait à leur donner une prestation, mais cette fois-ci chez eux. Et c'est aujourd'hui, c'est vraiment la crise a accéléré ce processus. Est-ce que les changements amenés par la digitalisation vont être pérennes? Je pense notamment au QR code. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît aux clients? Est-ce que ça va durer? Moi, je pense que ça fait partie de demain, en fait. C'est une modernisation. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable. On fait un peu toute notre vie sur ces téléphones. Donc, c'est vrai que c'est un axe qui est important à développer. Le fait, en plus, de scanner un QR code, le menu est directement sur le téléphone. Et puis derrière, en plus, le client le ramène chez lui. Pour nous, c'est important, en fait, de continuer à être chez le client. Florence Berger, quand vous interrogez les consommateurs, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces QR codes? Est-ce qu'il aime son utilisation? Est-ce qu'il trouve que c'est un outil qui lui apporte une praticité, un service rendu supplémentaire lorsqu'il vient au restaurant? Alors, je pense que comme tous les nouveaux usages, en fait, le plus dur, c'est le premier pas et l'adoption. Et c'est en ça que la crise a aussi accéléré. J'ai parlé de la livraison, mais c'est vrai d'un certain nombre d'autres usages digitaux. En l'occurrence, dans notre dernière revue stratégique, parce qu'on interroge les consommateurs tous les trimestres dans un baromètre, et ça depuis le début de la crise, parce qu'effectivement, il faut suivre les, les changements d'usage qui évoluent rapidement. Le QR code, clairement, c'est vraiment accepté par le consommateur. Alors, c'était pas forcément demandé, mais c'est un passage, quelque part, un changement d'usage qui a eu lieu, qui est compris par le consommateur et qui est largement accepté. C'est pas forcément vrai de tous les changements
que le restaurateur est tenu de mettre en place dans le cadre des conditions sanitaires, mais le QR code a vraiment été accepté par plus des 2 tiers des Français qu'on a pu interroger. Donc ça peut être un usage qui va se pérenniser. Antoine Ménard, on ne vous a pas encore entendu et j'aimerais que vous vous exprimiez sur cet aspect digital, même si je sais, puisque vous me l'avez dit quand nous nous sommes parlé pour et préparer cette table ronde, vous n'êtes pas le premier de la classe en matière de digitalisation, mais vous avez développé ce point, mais vous êtes aussi, vous, hein, développé au sein de Paris Society durant cette crise sanitaire. Vous résumez bien, effectivement. C'est pas là-dessus qu'on est le meilleur chez Paris Society parce que c'est vrai que nous, on propose une restauration qui est assez expérientielle et qui va au-delà de l'assiette, qui est une restauration différente. Je pense qu'on peut pas parler de- d'une seule manière quand on parle de la restauration. Et c'est vrai que nous, on représente une restauration avec une expérience physique où on a du mal à la fois transporter nos offres pour de la livraison à domicile. On n'a d'ailleurs pas essayé de le faire durant cette crise. Et sur la partie digitale, évidemment, on a mis en place toute la digitalisation qui nous a été imposée par cette crise, comme les QR codes qui ont effectivement été très bien acceptés par notre clientèle. Mais on va dire qu'on n'a pas été plus loin sur cette partie-là. On a, et c'est comme ça reste du digital, travaillé sur des outils de connaissance client, travaillé sur notre CRM, et on a utilisé ce temps pause de crise pour essayer de se perfectionner sur cette partie-là. Et durant cette crise, vous avez aussi fait preuve d'audace, Antoine Ménard, puisque vous avez développé certaines marques et puis aussi de nouvelles expériences, parce que vous nous parliez d'expériences. Est-ce que c'est ce que le consommateur va venir chercher? Va-t-il falloir désormais lui proposer des expériences nouvelles et toujours plus innovantes pour qu'il revienne dans les établissements? Oui, tout à fait. Dès le début de la crise, on a assez vite analysé qu'on était dans l'incapacité de travailler sur du click and collect ou sur de la livraison parce qu'on a des offres qui ne s'y prêtent pas. Parce que dans nos tickets moyens, nous vendons une assiette, nous vendons un verre, mais nous vendons également une expérience qui passe par un lieu, qui passe par une ambiance musicale, qui passe par des animations. Et du coup, c'était assez difficilement amenable chez le consommateur à domicile. Donc, on a préféré continuer à travailler sur le développement de nouvelles offres, de nouvelles ouvertures que nous venons de faire et que nous sommes en train de déployer. Et je pense que s'il est possible aujourd'hui de se faire livrer un super repas chez soi et ces comportements-là vont perdurer, il va falloir amener des raisons supplémentaires à nos consommateurs pour leur donner envie d'aller au restaurant. Et du coup, c'est effectivement l'axe que nous avons décidé de prendre chez Paris Society. Ludovic May, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Antoine Ménard, hein, que ce soit pour les apothicaires, pour le food traboul? Faut-il offrir toujours quelque chose de plus aux clients? Ouais, l'expérience, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je dis régulièrement à mes équipes, c'est que quand le client passe la porte, en fait, il faut qu'il vive une expérience. Il vient pas simplement pour manger, pour se restaurer, parce que ça, tous les restaurants le font, mais il faut qu'il aille chez quelqu'un et qu'il se dise, bah, ici, c'est différent. Par exemple, je vais prendre le cas des apothicaires. Moi, ce que je veux, c'est que quand le client arrive de A à Z, voilà, l'expérience soit totale et qu'il parte et qu'il me dise, bah, en plus de mon assiette, j'ai vécu quelque chose, j'ai appris, c'était extraordinaire et c'est voilà, ça fait parler. C'est important de faire ça, comme au food traboul où on a créé un food court, oui. Un food court, c'est voilà, c'est en général, on peut voir 4 murs, des box, des tables au milieu. Mais pour nous, on a voulu créer cette expérience de, bah, on est dans un patrimoine français, dans la Tour Rose, dans un très beau lieu. On a voulu ce lieu le chouchouter. Et les clients qui y vont dedans bah, s'identifient à une pièce, à une autre. Et c'est vrai que pour nous, c'est important. Alors après, durant la crise, on a fait pas mal de ventes à emporter. On a adapté justement nos ventes, mais tout en donnant cette expérience. Les apothicaires, ce qu'on a fait, on a préféré faire peu de plateaux par semaine. C'était uniquement récupérable le vendredi, samedi. C'était une centaine de plateaux. Et c'était un plateau où tout était dressé. Donc il a fallu imaginer en fait des plats déjà pré-dressés avec une réchauffe qui soit assez facile à la maison. Mais ce qui a été assez intéressant, c'est que les clients vraiment ont joué le jeu et ont pris plaisir à découvrir ces plateaux. Et Food Traboul, on a fait quelque chose qui n'est pas totalement
notre expérience culinaire dans l'assiette. On a fait des choses qui sont plus emportables, mais pour nous, c'était nécessaire d'un bateau comme le nôtre d'avoir cette vente à emporter additionnelle. Ça vous a donné des idées pour la suite, la livraison, c'est quelque chose que vous allez continuer à exercer? Alors, c'est sûr, sur les apothicaires, non, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Par contre, sur le food travel, effectivement, on s'est rendu compte que les chiffres qu'ont donné les livraisons représentaient quand même un tiers de ce qu'on faisait d'habitude. Donc, nous, on se positionne comme beaucoup maintenant, hein, c'est comme on appelle ça les dark kitchens, c'est s'implanter quelque part dans la ville et puis de là, faire de la vente partout dans Lyon. Parce que le food travel, qui est un food court, avoir des livreurs dans le food travel, ça aurait un côté pas très qualitatif quand on ne veut pas se taper avec des sacs dans tout le food travel. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Antoine Ménard, vous l'avez dit tout à l'heure, la dark kitchen, ce n'est pas quelque chose que vous avez exploité, mais est-ce que c'est potentiellement un biais de développement pour vous? Non, c'est pas dans notre stratégie. Encore une fois, c'est une autre restauration qui s'est développée. Je vois vraiment ça, moi, comme une restauration complémentaire. Et je ne crois pas que ça vienne prendre d'ailleurs des parts de marché à la restauration plus classique. Il y a des modèles de restauration. Si on prend le parallèle en hôtellerie, quand l'hôtellerie lifestyle est arrivée, elle n'a pas pris de part de marché à l'hôtellerie classique. Elle a augmenté le nombre de consommateurs et elle a créé des nouveaux consommateurs pour cette hôtellerie. Lorsque les compagnies low cost ont développé les vols low cost, ça n'a pas amoindri les réservations des vols classiques, ça a augmenté le nombre de voyageurs. Et c'est pareil pour moi dans cette restauration, c'est-à-dire que je pense que ça va foncièrement changer la manière dont les consommateurs consomment et ça va amener de manière pérenne cette livraison à domicile. C'est effectivement pas un axe que nous avons pris. On a mis plutôt notre énergie aujourd'hui à travailler sur du développement au national et international de nos marques qui sont complètement différentes de ce que peut proposer la dark kitchen, où on vend encore une fois une expérience complète qui est euh, très difficilement dématérialisable et détachable d'un lieu. Florence Berger, quand vous interrogez vos panels de consommateurs chez Food Service Vision, que disent-ils par rapport à la livraison? Vont-ils continuer à se faire livrer à domicile? Et si on parle de dark kitchen, ont-ils vraiment l'idée de ce qu'est une dark kitchen? Alors, savoir s'il comprend ce qu'est une dark kitchen, ça, je ne saurais pas vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est que ce terme est beaucoup plus apparu, même dans la presse et dans les médias généralistes. Donc, je pense que ça fait partie des termes qui sont maintenant connus du grand public. En revanche, c'est vrai que sur la livraison, nous, ce qu'on mesure, c'est que ça ne prend pas massivement des parts de marché à la restauration sur place, mais ça prend des parts de marché à une diversité de secteurs. La restauration, mais plutôt dans son aspect fonctionnel, parce qu'effectivement, voilà, la restauration sur place peut avoir une vocation plus expérientielle et puis aussi une vocation plus fonctionnelle. Donc, c'est plutôt sur ce type de restauration que la livraison prend des parts de marché, mais aussi bien sûr sur la GMS ou d'autres circuits de consommation. Ce qu'on a pu quand même observer, c'est que là, sur 10 jours de réouverture des terrasses, c'est un Français sur 4 qui est retourné au restaurant dans des conditions de voilà, météo qu'on a tous en tête. Et du coup, nous, on interprète vraiment ce chiffre comme voilà, un vrai empressement en fait quand même vers les restaurants. Et dans ce qu'on prévoit, c'est qu'effectivement près de 90% d'entre eux seront retournés au restaurant d'ici la fin de l'été. Donc il y a bien vraiment une vraie volonté de retourner sur place et de vivre des expériences, parce que la restauration, c'est un métier de convivialité et c'est ce qui a manqué à tous pendant ces derniers mois. Vous me disiez aussi tout à l'heure, Ludovic May, que les terrasses avaient été prises d'assaut. C'est la condition sine qua non pour que les gens reviennent aujourd'hui, qu'il y ait une place en terrasse, qu'ils puissent profiter un peu de l'extérieur. Ouais, ça a été ça. Alors nous, on n'a pas ouvert pendant les terrasses, on a préféré attendre d'ouvrir à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'euphorie qui s'est passée à Lyon à l'ouverture des terrasses. Comme le disait Florence, malgré qu'il pleuvait, les gens étaient avec un parapluie sur la terrasse, donc c'était assez marrant. Et puis aujourd'hui, on le voit, enfin, j'arrive pas à l'expliquer, mais
par exemple, au Food Traboul, hein, c'est le meilleur des exemples. On a un lieu qui a plus de 200 places assises, et puis à l'extérieur, on a une terrasse d'une trentaine de places. Les gens veulent absolument être en terrasse. J'ai certains clients qui me disent même, écoutez, si vous n'avez pas de place en terrasse, voilà, je n'ai pas envie d'être à l'intérieur. C'est vrai que c'est assez étrange de voir ce comportement. Alors après, il y a toujours, chaque été, c'est pareil. Au mois de mai, quand les terrasses reviennent, on a les clients qui veulent absolument être en terrasse parce que c'est le retour à l'été, c'est la convivialité, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, ça s'est décalé à juin. À juin, on a beaucoup de gens qui veulent être que en terrasse. Un mot sur les gestes barrières. On a, enfin, les gestes barrières, surtout l'hygiène, c'est un mot qui est apparu et qui s'est intégré dans la vie quotidienne du restaurant. Gel hydroalcoolique, lavage des mains, distanciation. Est-ce que aujourd'hui c'est encore respecté dans les établissements? Et sentez-vous que vos clients sont en attente de ça? Ludovic May, je vous laisse commencer. Alors là-dessus, alors sur pareil, c'est vrai que d'un côté, moi j'ai les apothicaires où on est quand même dans un restaurant gastronomique, un peu d'espace, enfin c'est un petit peu différent. Mais sur le food travel, c'est là où on voit beaucoup de monde, beaucoup de passages qui rentrent. Alors oui, c'est vrai que le côté geste barrière, il est important. On a beaucoup de clients aussi qui sont regardants de ça, hein. Je sais que plusieurs fois l'été dernier, s'ils voyaient quelque chose un peu déplacé au niveau des gestes barrières, le client ne manquait pas de venir nous voir en disant j'ai vu ça, faites attention. Donc je pense que il y a aussi le côté, les gestes barrières, on en a un petit peu tous marre, parce que c'est vrai qu'on a été formaté pendant un an à faire attention, à porter les masques, à mettre le gel, à même intellectualiser en fait la venue au restaurant. On a besoin un peu plus de liberté. Alors moi je pense, voilà, ça va partir petit à petit. Je suis pas contre après de laisser un gel hydroalcoolique, parce que bon, c'est pas grand-chose, et je suis sûr que certains clients, pour eux, ça sera important d'arriver, de se mettre un petit coup de gel. Donc je pense qu'on va garder certains gestes, et je pense que c'est important, hein, c'est surtout quand on est dans un lieu touristique, hein, mais surtout c'est qu'on retrouve de la liberté maintenant. Antoine Ménard, j'aimerais vous entendre sur ce point-là aussi. Les gestes barrières, les gels hydroalcooliques, est-ce que c'est toujours présent chez vous? Est-ce que vous pensez que ça va perdurer dans l'avenir? Est-ce que les clients sont en attente de cela? Alors, avant tout, comme vous l'avez dit, les clients sont à la recherche de convivialité. Je suis pas sûr que ce soit complètement compatible avec cette notion de geste barrière. Il y a des choses qui vont rentrer dans les mœurs de manière pérenne. Vous parliez du gel hydroalcoolique. Nous, on en a aujourd'hui à l'entrée de nos restaurants et même dans beaucoup de nos établissements sur chacune des tables. C'est des choses qui sont demandées et c'est des choses, je pense, qui vont rester. C'est peut-être néanmoins la seule chose qui va rester parce qu'aujourd'hui, les clients sont à la recherche de cette convivialité. Encore une fois, c'est assez peu compatible avec les gestes barrières. Autre chose qui va rester, on parlait des terrasses. Nous, c'est vrai qu'on a des signatures ou des points communs de nos établissements, c'est des grandes terrasses et des grands espaces. C'était déjà un phénomène qui était en place depuis quelques années, cette appétence pour les terrasses. C'est d'autant plus vrai effectivement avec cette crise que l'on vient de passer. Et ça va durer. Ça va durer réellement. Nous, on a également un établissement sur Londres. La consommation à l'extérieur, dans les bars ou dans les restaurants à Londres, était quelque chose de beaucoup plus ancré dans les mœurs, où on voyait des Londoniens autour des pubs au mois d'octobre, au mois de novembre, quelle que soit la température, à se regrouper de manière conviviale pour boire des coups. Euh, et c'est un peu la même chose qui est en train de se passer en France. Et effectivement, le Covid a accéléré ça. En matière de tickets moyens de consommation, est-ce que vos clients se sont, si je puis dire, lâchés? Est-ce qu'ils en ont profité? On sent un engouement pour sortir et se réunir dans des lieux conviviaux. Ça, c'est évident. Et nous, on a eu et nous avons un vrai boom des réservations et une vraie demande et une vraie affluence. Donc, en termes de nombre de consommateurs, on se rend bien compte que les consommateurs se lâchent un peu et ont envie de sortir et d'en profiter. En termes de tickets moyens, on va dire qu'il y a eu un petit pic pendant quelques jours où les clients se sont rués en terrasse et ont pris un peu de champagne, quelques cocktails plus que d'accoutumée. Néanmoins, aujourd'hui, nous, sur l'ensemble de nos établissements, on a récupéré un niveau de dépense moyenne qui est équivalent à celui qu'il était avant. Donc, il n'y a pas, aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus d'impact sur la dépense moyenne. Ludovic May, chez vous, pour les apothicaires ou le food traboul, vous avez senti que les clients voulaient se faire plaisir? Sur les apothicaires, on a senti, je rejoins Antoine, il y a eu sur les premières semaines un petit pic où
les clients sont un peu plus lâchés sur la consommation du vin. Comme nous, chez nous, il n'y a qu'un seul et même menu, c'est pas sur le menu, ça va vraiment sur la consommation additionnelle, donc notamment le vin. Donc on a eu plus de, un ticket moyen un petit peu plus haut. Et là, on retrouve nos tickets moyens. Et puis pour le food traboul, on n'a pas senti une grande différence. Ça a vraiment été assez lisse par rapport aux autres mois, enfin, qu'on a comparé à juin dernier par rapport aux consommations. Ça a été assez similaire. Florence Berger, dans les études que vous avez menées, le consommateur a-t-il avoué s'être fait plus plaisir et en avoir profité lorsqu'il est ressorti? Oui, alors effectivement, sur la période de réouverture des terrasses, c'est un tiers des Français qui déclarent avoir dépensé plus. Donc effectivement, ce phénomène de décompensation a pu être observé et c'est aussi matérialisé par des tickets moyens potentiellement plus hauts et reste à suivre dans la durée. Comment le phénomène évolue ou au contraire se stabilise. On va maintenant évoquer l'assiette, Florence Berger. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines d'une attente des consommateurs de produits locaux, de choses beaucoup plus authentiques. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avouent quand vous les interrogez? Est-ce qu'ils expriment ce besoin de produits locaux, de transparence dans l'assiette? Alors effectivement, on en a parlé en préambule. Dans la crise a accéléré une volonté de transparence, un engouement aussi pour les produits locaux, mais qui existait avant la crise. Là, plus récemment, quand même, après presque 18 mois de crise, nous, on a quand même pu mesurer que les attentes sont segmentées, avec une partie, et c'est la majorité, quand on demande aux consommateurs de choisir, il y a un petit peu plus de 50% qui s'orientent vers plutôt des produits locaux, voilà, et des plats traditionnels. Mais il y en a quand même 47% qui ont plutôt envie de découvrir des nouvelles cuisines et aussi de finalement manger des choses différentes de ce qu'ils ont pu voilà, consommer chez eux. Et c'est vraiment des choses qu'on retrouve quand on discute avec les restaurateurs, les chaînes de restauration, qui à la fois ont maintenu des cartes plus courtes qu'en 2019, hein, pour plein de raisons, dont des raisons opérationnelles, mais qui sentent quand même qu'il y a un besoin de nouveauté, de renouvellement et d'originalité plus fort qu'il y a quelques mois. Donc la restauration doit aussi apporter ça, la découverte voilà, gustative. Ludovic May, vous l'avez vous aussi ressenti ce paradoxe entre cette attente de produits locaux, l'authenticité, et à la fois l'envie d'ailleurs, d'exotisme dans l'assiette? Bah, moi, ce que j'ai vu avec surtout les premiers clients aux apothicaires, en reparlant avec eux avec des réguliers, on s'est pas mal rendu compte que les Français s'étaient mis pas mal au fourneau durant ce confinement, durant ces confinements, enfin, qu'ils n'avaient plus de restaurant, donc ils étaient pas mal derrière leur cuisine et ils ont été assez sensibles sur la recherche de leurs produits, donc voilà, des produits locaux, des produits qui sont dans une voilà, agriculture raisonnée. Et c'est vrai qu'ils ont pas mal échangé sur ces sujets. Alors nous, c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années. Et puis pour moi, c'est quelque chose qui doit être acquis maintenant, surtout quand on est restaurateur, parce que c'est un peu, nous, l'exemple de ce qu'il faut donner. Mais je pense que ouais, les clients aujourd'hui, ils ont plus d'attentes sur ce côté-là, sur ce côté vraiment, on reste local, on reste des beaux produits, culture raisonnée. Je pense que c'est vraiment une attente d'eux. Et c'est une interrogation qu'ils expriment vraiment, ils posent des questions quand ils viennent dans vos établissements, à savoir si par exemple la carotte pousse dans le champ du voisin. C'est quelque chose que vous arrivez à quantifier, je dirais. Cette interrogation, c'est marrant, on l'avait il y a 5 ans, 4 ans à peu près. Et au fil du temps, sur ça, je trouve qu'il y a eu une habitude qui s'est mise en place maintenant. Donc on l'a beaucoup moins et je pense que les gens qui viennent chez nous, ils savent que nos maraîchers, bah, c'est simple, nous, on fait un cercle de 100 km autour de Lyon et puis nos produits viennent de ce cercle-là. Donc c'est pas quelque chose qu'on met non plus en avant parce que c'est pas notre volonté. Pour nous, encore une fois, ça doit devenir une normalité. Mais les gens, je pense que quand ils viennent chez nous, ils savent très bien qu'on est respectueux de cette charte de qualité en quelque sorte. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble acquis pour eux. Je l'espère en tout cas, je l'espère, et puis on le voit, hein. On le voit dans beaucoup de clients vont de plus en plus dans les magasins bio, ils parlent de plus en plus de produits locaux, ils sont de plus en plus sur les marchés, donc il y a quand même une sensibilisation à tout ça. Antoine Ménard, CEO de Paris Society, est-ce que vos clients sont également en attente de cette transparence, de produits locaux, d'authenticité? Mais comme vous venez de le dire, je pense que c'est réellement devenu un acquis.
C'est-à-dire qu'au même titre que quand on va dans un hôtel, on souhaite avoir une prestation qui est plus confortable que chez soi, donc une meilleure literie, un meilleur service. Quand on va au restaurant, on souhaite avoir une prestation qui est meilleure que celle qu'on est capable de se faire soi-même chez soi. Et étant donné que le consommateur a effectivement, et cette crise l'a probablement accéléré, mais c'était déjà en place depuis longtemps, se dirige vers des produits bio, vers plus d'éco-responsabilité, vers des circuits courts, parce que c'est prôné par nos chefs de cuisine depuis des années et c'est réellement rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, c'est un acquis pour nos consommateurs. Alors nous, on n'en parle pas parce que je pense qu'on ne peut pas avoir des promesses clients qui partent dans trop de directions. Chez Paris Society, on est 100% en fruits et légumes bio, on est un maximum en local, on est 100% en produits frais, on est 100% en produits un maximum local. Et c'est pas notre discours client, mais c'est dans la tête de nos consommateurs quelque chose d'acquis. Et c'est un minimum attendu aujourd'hui. Et si l'on parle d'exotisme, de cuisine, je dirais qu'ils viennent d'ailleurs avec des inspirations venues d'autres pays, c'est quelque chose que vous pratiquez? Alors, on la propose un petit peu, mais c'est vrai que nous, le mot est pas joli, mais je décris Paris Society. Nous ne sommes pas des restaurateurs, nous sommes entertainers et l'assiette est une des composantes de l'expérience que l'on vend, mais n'est pas la clé d'entrée. Et nous vendons une expérience et du divertissement et on ne se divertit jamais aussi bien que quand on est rassuré et quand on connaît. Et donc, c'est vrai que nous, à part chez Apicius, qui est notre restaurant gastronomique avec le chef Mathieu Paco, où là, on vend effectivement des découvertes d'aliments, de saveurs, de cuisson, de techniques, parce que la clientèle vient chercher ça dans un restaurant gastronomique. Nous, dans nos autres établissements, qui sont la majeure partie de nos établissements, on ne vend pas ça. Donc, on amène de l'exotisme, mais toujours sur des éléments et des aliments qui sont déjà pour la plupart connus par nos consommateurs. Et vous essayez aussi de travailler sur une expérience qui soit, je dirais, assez haut de gamme, hein. Je pense au Kids Club que vous proposez dans certaines de vos tables, à la possibilité pour les clients qui viennent chez vous de privatiser un chef pour qu'ils viennent cuisiner à une table. Voilà, on essaie d'offrir toujours un peu plus et de mettre la barre toujours plus haut. Oui, on essaye d'apporter des choses différentes. Je pense que le consommateur aujourd'hui est à la recherche d'expériences et de choses différentes. J'ai la chance d'être en ce moment même à Saint-Tropez chez Gigi quand je vous parle. Et Gigi, on n'a pas souhaité faire un énième restaurant de plage. Et on a souhaité faire quelque chose de différent et nous y avons effectivement un kids club de 350 mètres carrés. On est probablement le seul restaurateur sur la Côte d'Azur à proposer ce type de prestation et nous y amenons des petits plus qui passent parfois par l'assiette, mais encore une fois, on cherche nous à développer des expériences plutôt d'entertainer autour de l'assiette. Florence Berger, quand vous interrogez les consommateurs, est-ce qu'ils avouent avoir cette envie d'être chouchoutés et est-ce qu'ils sont toujours en attente de ce petit plus? Alors effectivement, l'expérience, c'est une des clés voilà, qui satisfait, voire qui enchante le convive. Donc ça fait vraiment partie voilà, des attentes des consommateurs. Après, je pense que tous les restaurants ne peuvent pas répondre à toutes les promesses et toutes les envies. Donc il y a des parties pris, c'est vrai pour l'assiette et c'est aussi vrai pour l'expérience. Donc la restauration, finalement, elle a plusieurs rôles. Il y a un rôle qui est aussi d'offrir des expériences différenciantes, mais dans notre secteur, elle peut aussi avoir un rôle plus fonctionnel de nourrir de manière pratique. Et je pense que c'est important. Enfin, en tous les cas, nous, quand on regarde le marché, on regarde vraiment l'ensemble des besoins des convives. Mais aujourd'hui, après cette crise, il est possible que l'expérience voilà, remonte un peu plus haut dans les attentes encore. Ludovic May, vous qui êtes à la fois chef propriétaire d'un restaurant étoilé et d'un food court, notamment peut-être aux apothicaires, est-ce que vous êtes conscient que ce client, il faut toujours lui en offrir plus? Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment de ne pas en avoir fait assez face à cette exigence toujours croissante du consommateur? Bah, c'est toujours pareil. C'est être restaurateur, c'est savoir se remettre en question régulièrement, c'est savoir écouter ses clients. C'est sûr que si on reste sur ses acquis et on n'avance pas, voilà, on va stagner, hein.
moi, je vois par exemple sur les apothicaires, on a aujourd'hui dans toute la France, hein, on a un grand problème de recrutement dans la restauration, principalement en salle, ce qui est très compliqué. Euh, Nous, c'est quelque chose aux apothicaires. Voilà, on s'est dit aujourd'hui, on sait qu'on va avoir un problème avec la salle. On sait qu'aujourd'hui, on va peut-être plus trouver de monde en cuisine et dans la sommellerie. Donc en fait, nous, c'est un métier, je vais dire entre guillemets, on n'a pas accentué en fait ce recrutement en salle. On a mis plus de cuisiniers. En fait, c'est les cuisiniers qui font leurs plats et qui vont amener les plats aux clients, parler de ce qu'ils font, et puis la sommellerie qui est là pour parler de leur passion. Donc en fait, on a deux mondes passionnés. Et c'est vrai que bon, bah ça, c'est une forme d'expérience. Le client est sensible à ça. Et puis, food travel, bon, bah, c'est un food court. Food court, bon, bah, c'est un lieu. Nous, on a 14 cuisines à l'intérieur. Donc, les clients, c'est quelque chose quand même assez novateur. C'est quelque chose qui est nouveau. Donc, se balader dans un lieu, aller chercher à droite, à gauche ses commandes, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait moins. C'est moins un côté restaurant. C'est vraiment un côté un peu plus novateur. Et nous, voilà, c'est ce qu'on veut valoriser. Alors, demain, peut-être changer un peu le fonctionnement. Là, on est en train de voir pour faire un food court, oui, mais peut-être faire un food court avec des codes plus de restauration. On est en train de monter une équipe en salle avec un vrai maître d'hôtel pour peut-être voilà, placer les clients, essayer d'être aussi à leur écoute, leur parler, donc à garder le côté food court, mais avoir un côté peut-être restaurant traditionnel. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. Parce que c'est ce qu'on nous avait un peu demandé en fait durant ces premiers mois d'ouverture. La dernière question que je vais vous poser ne sera pas forcément la plus simple parce que je vais vous demander de vous projeter, d'être un peu visionnaire et voilà, d'appréhender un peu cette rentrée. Florence Berger, comment voyez-vous cette rentrée qui arrive? Alors, c'est effectivement une question pas simple. Et à la fois, c'est un exercice qu'on réalise tous les trimestres dans nos revues stratégiques, bah, de pouvoir projeter au moins à court terme comment va évoluer le marché. Déjà, il y a un premier point, c'est que ce retour au restaurant qui a été initié avec la réouverture des terrasses, puis la réouverture des salles, bah, ce retour au restaurant va se poursuivre et on estime effectivement qu'à la rentrée, voilà, la plupart des consommateurs auront retrouvé un certain nombre d'habitudes en restauration voilà, telles qu'elles pouvaient exister avant la crise, mais avec des besoins différents, peut-être plus tournés vers l'expérience, peut-être plus tournés, parce que c'est aussi ce qu'on a pu observer lors de la reprise, vers des occasions bah, plus conviviales, en famille, en couple, entre amis, peut-être un peu plus le soir et un certain nombre de flux et d'usages qui n'auront peut-être pas en revanche retrouvé leur niveau d'avant-crise. La restauration d'entreprise par exemple, la restauration sur place fonctionnelle qui est liée à des déplacements professionnels ou, ou aux flux d'actifs qui sont présents sur leur lieu de travail et dont les niveaux, on n'imagine pas qu'on retrouvera les niveaux d'avant-crise à la rentrée. Donc plutôt une restauration loisir et donc d'expérience, donc plutôt favorable. Voilà. Antoine Ménard, même question, même exercice. Comment est-ce que vous prévoyez cette rentrée? Bon, même réponse difficile. Honnêtement, alors bon, déjà, on est plutôt d'une nature extrêmement optimiste. C'est ce qui nous a poussé d'ailleurs à continuer à investir durant la crise qu'on a passée. Je ne sais pas comment les consommateurs vont se comporter à la rentrée. Par contre, je suis certain de la manière dont les restaurateurs vont se comporter. Je trouve qu'on est une profession incroyable où chacun a essayé de se réinventer, d'amener, de pousser des nouveautés, de se challenger. On est une profession hyper résiliente, on est une profession très imaginative. Donc, je ne sais pas comment les consommateurs vont se comporter. Par contre, je suis certain que cette profession en France elle sera là au rendez-vous pour proposer des offres encore plus qualitatives, encore plus expérientielles, parce que le mot est à la mode. Et donc, je sais que les consommateurs vont pouvoir compter sur nous pour proposer une jolie rentrée. Ludovic May, je vous laisse conclure. Comment est-ce que vous appréhendez cette rentrée? Bah, de toute façon, c'est pareil, c'est compliqué à voir. Là, ça fait un an qu'on a travaillé un peu dans le brouillard en s'adaptant en permanence. Je pense que le mot de la restauration cette année, ça a été de s'adapter à la crise, d'innover. Donc, moi, je suis assez également très optimiste pour la suite. De toute façon, quand on fait bon dans un joli cadre, une belle expérience, bah, les clients viennent, hein, ça marchera toujours, c'est sûr. Donc, il va falloir encore s'adapter jusqu'à, je pense, début d'année prochaine.
Mais je suis assez confiant sur cette reprise, hein. On voit déjà, voilà, les touristes reviennent, les carnets de réservation se remplissent. Donc voilà, je suis pas trop inquiet pour comment ça va se passer. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce dernier rendez-vous du Sierra Food Talk. Merci à vous Ludovic Mech, chef et propriétaire des Apothicaires Restaurants Étoilés à Lyon et du Food Traboul, Food Court dans le Vieux-Lyon. Merci Florence Berger, directrice associée de Food Service Vision. Et merci Antoine Ménard, CEO de Paris Society, une soixantaine d'établissements aujourd'hui. Merci à vous trois d'être intervenus et d'avoir échangé donc sur ce sujet des consommateurs.